Bonjour à tous. Dans cette présentation, nous allons parler des médicaments utilisés pour les intubations, ainsi que des médicaments utilisés pour la sédation lorsque votre patient a été intubé. Cette présentation constitue un bref aperçu. Elle ne constitue pas une liste exhaustive de médicaments ou une discussion complète de ce sujet complexe. Nous vous invitons à étudier de manière plus détaillée les médicaments dont vous disposez. Je suis ici avec le Dr Peter Hacker qui va m'aider à parler de ces sujets. Bienvenue, Peter. Merci. L'intubation est une procédure douloureuse pour un patient qui est déjà dans un état de grande anxiété et de malaise car il a beaucoup de mal à respirer. Les patients ont besoin d'une bonne sédation mais aussi d'une vraie amnésie afin de n'avoir aucun souvenir de cette procédure. Après que vous ayez endormi un patient de façon adéquate, le fait de le paralyser peut rendre l'intubation beaucoup plus facile. On peut mieux voir les cordes vocales car le patient n'a pas de haut-le-cœur, ne réagit pas à la douleur et ne bouge pas. Il est très important de ne jamais paralyser quelqu'un avant de l'avoir endormi. Ce scénario peut être terrifiant pour vos patients. Il y a plusieurs options pour une sédation avec intubation. Dans l'idéal, vous voulez une sédation qui agit très rapidement et qui engendre peu d'effets secondaires. Les sédatifs doivent être administrés avant tout paralysant, et sont injectés en bolus par perfusion intraveineuse. L'étomidate est un sédatif répandu qui est utilisé pour l'intubation en séquence rapide. L'étomidate a très peu d'effets secondaires cardiovasculaires, et agit assez rapidement. Son effet se produit en 15 à 45 secondes et peut durer de 3 à 12 minutes. Le midazolam est une autre option. C'est une benzodiazépine rapide avec un effet se produisant en 30 à 60 secondes et pouvant durer de 15 à 30 minutes. Il peut provoquer de l'hypotension et de la dépression respiratoire. Ce médicament est donc à utiliser avec précaution. Le propofol peut également être utilisé. Souvenez-vous qu'il peut causer de l'hypotension ou de la dépression respiratoire en fonction de la dose administrée. Son effet rapide se produit en 15 à 45 secondes et peut durer de 5 à 10 minutes. La kétamine opère aussi assez rapidement, avec un effet qui se produit en 45 à 60 secondes et qui dure de 10 à 20 minutes. La kétamine a l'avantage de préserver la stimulation respiratoire des patients et on peut donc les intuber alors qu'ils respirent encore. Vous pouvez observer une élévation du rythme cardiaque et de la pression artérielle provenant de la stimulation du système sympathique. Les deux catégories principales de médicaments paralysants sont les médicaments dépolarisants et non dépolarisants. Cette nomenclature décrit ce qui se passe au niveau de la jonction neuromusculaire. Les agents dépolarisants provoquent la dépolarisation. Cela peut induire une élévation du taux de potassium allant jusqu'à 0,5 milliequivalent par litre. Pour cette raison, vous devez vous rappeler de ne pas utiliser la succinylcholine sur des patients pour lesquels le niveau de potassium est une préoccupation, comme par exemple des patients dans les 72 heures qui suivent une lésion par écrasement ou une brûlure. Sur des sujets présentant une lésion du système nerveux, ou ayant des maladies qui peuvent provoquer une augmentation du nombre de récepteurs de l'acétylcholine, comme par exemple un accident vasculaire cérébral après quelques jours, et surtout sujets ayant des antécédents familiaux d'hyperthermie maligne. La succinylcholine, un agent dépolarisant, produit son effet rapidement, entre 45 et 60 secondes, pour une durée de l'effet allant de 6 à 10 minutes. Le rocuronium est un agent non dépolarisant, donc il n'affectera pas votre niveau de potassium, et produit son effet rapidement, entre 45 et 60 secondes, pour une durée d'action de 45 minutes. Maintenant que vous avez intubé votre patient, il est temps de le sédater. Parlons des objectifs de la sédation. Nous avons expliqué à quel point l'intubation était une procédure douloureuse et effrayante. Le tube lui-même peut être douloureux. La pression de l'air poussé dans les poumons peut également être très déplaisante. Lorsque les patients souffrent, ils peuvent essayer de saisir et de retirer les tubes et les cathéters que vous avez installés. Il faut que les patients soient détendus, qu'ils ne souffrent pas et ne se rappellent pas de ce qui est en train de se passer. Ils ne doivent pas lutter contre l'air qui est poussé dans leurs poumons par le ventilateur. Ainsi, les objectifs de la sédation sont de créer une amnésie anxiolytique et de fournir une analgésie de façon à ce que les patients puissent tolérer l'intubation elle-même et les autres procédures douloureuses dont ils ont besoin. Quel niveau de sédation souhaitons-nous utiliser? Lorsqu'on débute une sédation,
On veut commencer par une dose qui offre un confort total, puis progressivement diminuer le dosage de façon à administrer la dose minimale dont le patient a besoin. Un excès de sédation peut entraîner un délire, c'est un problème courant chez les patients intubés. Certaines études montrent que de plus fortes doses de médicaments peuvent prolonger la durée de l'intubation. On doit également penser aux effets secondaires des médicaments. Nous voulons être en mesure d'évaluer la réussite de notre extubation, et maintenir une sédation légère va nous permettre d'accomplir cela. Voici quelques médicaments sédatifs courants qui sont utilisés et administrés par perfusion intraveineuse continue. Rappelez-vous que de nombreux médicaments peuvent être utilisés, et que vous devez être informé sur les dosages et les effets secondaires de ceux qui sont à votre disposition, afin de maîtriser leur usage. Passons ces médicaments en revue. Nous avons parlé du propofol en tant que sédatif pour l'intubation. Il peut également être utilisé comme sédatif après l'intubation, et administré sous forme de perfusion intraveineuse continue. Il n'a pas de propriétés analgésiques, et donc il est souvent utilisé en association avec un antidouleur. Ses effets sont très rapides et son dosage peut aisément être augmenté ou diminué. Il peut provoquer une hypotension et une bradycardie qui dépend de la dose administrée. Le syndrome d'infusion au propofol est un effet secondaire grave, une pathologie sérieuse qui se manifeste par de l'arythmie, une acidose métabolique, une rhabdomyolyse et une hyperlipidémie. Le midazolam et le lorazépam sont des benzodiazépines à action rapide qui peuvent également être utilisés pour la sédation. Ils sont souvent administrés en association avec un antalgique. Les benzodiazépines peuvent causer de l'hypotension. Une utilisation prolongée peut provoquer un état de délire dans les unités de soins intensifs. Le midazolam possède des métabolites actifs qui peuvent provoquer des sédations prolongées, en particulier chez les personnes âgées ou chez les personnes souffrant de problèmes rénaux ou hépatiques. Le lorazépam est lipophile, avec une propension à s'accumuler dans les tissus, ce qui peut provoquer des sédations prolongées. La dexmédétomidine est un agoniste sélectif au récepteur alpha-2 à action rapide, elle est souvent utilisée en association avec un antalgique. Elle inhibe la libération de norépinéphrine, stoppant ainsi la propagation des signaux de la douleur. Normalement, les patients peuvent aisément être réveillés car elle n'affecte pas la stimulation respiratoire du patient. Ses propriétés amnésiques sont négligeables. Rappelez-vous qu'elle peut aussi provoquer de l'hypotension et de la bradycardie. La kétamine est un anesthésique dissociatif. Son avantage est qu'elle maintient la stimulation respiratoire et le débit cardiaque du patient. Elle a également des propriétés analgésiques et amnésiques. Elle provoque une stimulation du système sympathique, et on peut observer une augmentation de la fréquence cardiaque ainsi que de la tension artérielle. On peut également observer des réactions à la phase d'émergence lorsque l'administration du médicament a été stoppée. Ici, vous pouvez consulter les dosages habituels de ces médicaments. Il peut y avoir des variations sur la façon de les administrer. Certains praticiens, par exemple, administrent de petites doses de propofol pour obtenir un supplément de sédation lorsque c'est nécessaire. Le mieux est d'examiner ces dosages en relation avec des références solides. Pour finir, nous allons parler d'analgésie. Souvenez-vous que parmi tous les médicaments sédatifs dont nous avons parlé, seule la kétamine agit comme un antidouleur. Vous devrez donc, en plus de la sédation, ajouter un médicament pour traiter la douleur provoquée par l'intubation. L'addition d'un antidouleur peut réduire la quantité totale de sédatifs nécessaires. Le fentanyl est un opiacé à action rapide. Il est facile à doser. Il peut provoquer de l'hypotension, mais beaucoup moins que d'autres opiacés grâce à la libération d'histamine minime causée par ce médicament. Il peut aussi s'accumuler dans les tissus adipeux et provoquer une rigidité de la paroi thoracique. Les opiacés à action prolongée tels que la morphine et l'hydromorphone peuvent être utilisés. Cependant, ils peuvent également causer de l'hypotension, et s'accumuler chez les patients souffrant d'un dysfonctionnement rénal ou hépatique. Si c'est nécessaire, vous pouvez administrer une quantité initiale puis doser progressivement jusqu'à obtenir l'effet désiré. En résumé, lors d'une intubation, il faut toujours endormir le patient avant de le paralyser. Utilisez les informations disponibles sur chaque cas individuel avant de décider quels médicaments sont les meilleurs pour le patient.
Lorsque vous sédatez le patient après l'intubation, assurez-vous du confort du patient tout en utilisant la dose minimale de sédatif pour obtenir ce résultat. Tenez-vous informé sur les types de médicaments qui sont à votre disposition. Merci de votre attention.